pied de nez à Donald Trump et aux Européens. Depuis hier, le président chinois accueille une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à Tianjin à l'occasion du 25e sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Parmi les invités, le russe Vladimir Poutine, tout sourire, et l'Indien Narendra Modi. Une visite inimaginable il y a encore quelques mois, tant New Delhi et Pékin se disputent durement des zones frontalières. Mais la guerre des tarifs douaniers, déclenchée par Donald Trump, a permis un réchauffement tactique express. Être de bons voisins et amis, faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, voilà le bon choix, tant pour la Chine que pour l'Inde. Se tenant même par la main, devant les caméras, les invités du sommet affichent unité et complicité. L'occasion aussi pour la délégation russe de taper sur les Européens qui imposent des sanctions économiques à Moscou. Les Européens sont dans le camp de la guerre. Ils ne se calment pas. Cela contraste fortement avec l'approche adoptée par notre président Vladimir Poutine. Créée en 2001, notamment par la Chine et la Russie, l'Organisation de coopération de Shanghai, hier encore discrète, semble opérer une métamorphose pour bâtir un nouvel ordre mondial. Le patron de l'ONU, lui, salue le multilatéralisme défendu par Xi Jinping et les pays de l'OCS. Je crois que l'OCS représente aujourd'hui l'une des conditions fondamentales pour accéder à un monde multipolaire. Les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai sont essentiels. Alors l'OCS peut-elle devenir une alternative sérieuse au G7? Championne du multilatéralisme, la Chine peut-elle imposer un nouvel ordre mondial anti-occidental? Xi Jinping, qui affichera également sa puissance militaire mercredi lors d'une parade dans les rues de Pékin, est-il plus que jamais incontournable? Nos trois invités pour ce débat, Jean-François Colosimo, bonsoir. Essayiste et éditeur, dernier ouvrage Occident, ennemi mondial numéro 1, est paru chez Albin Michel. Selon vous, les pays réunis au sommet de l'OCS veulent s'affirmer comme une alternative à l'Occident, en particulier aux États-Unis. Aujourd'hui, ces pays sont alliés. Demain, ces pays pourraient être des ennemis. À côté de vous, Anne-Cécile Robert, bonsoir, directrice adjointe du mensuel Le Monde diplomatique. Votre dernier essai, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, est paru chez Armand Collin. Selon vous, ce sommet montre que le monde est en train de se récomposer avec de nouvelles structures, de nouveaux pays qui monte sur la scène et il ne faut pas en avoir peur, ajoutez-vous. Et enfin, Sylvie Berman, bonsoir. Vous avez été ambassadeur de France en Chine de 2011 à 2014 et en Russie de 2017 à 2019. Votre dernier essai, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite chez Talandier. Et vous considérez que cette démonstration de force est l'effet boomerang de la guerre commerciale menée par Donald Trump. La Chine, pays hôte, a intérêt au multilatéralisme. Et on démarre avec un chiffre pour comprendre l'ampleur de ce sommet. 23,5%. Les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS donc, qui se réunissent en ce moment même, représentent près d'un quart de la richesse mondiale, 23,5% précisément du PIB de la planète et un poids démographique prédominant avec presque la moitié de la population du globe. Anne-Cécile Robert sécrète pratiquement 5 fois plus qu'à sa création en 2001. C'est une progression inexorable qu'on n'a pas vu venir tout de même, non ? On n'a pas vu venir parce qu'on n'a pas beaucoup regardé, mais ça fait très longtemps que le monde se recompose, que les États cherchent de nouvelles voies, de nouvelles alliances, qu'on voit monter de nouvelles puissances, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde. Et là, on le voit un peu plus parce que ce sommet est assez spectaculaire et voulu comme spectaculaire. Et la question qui nous est posée, c'est pas tellement qu'il existe, on n'allait pas vivre dans un monde éternellement occidentalo-centré, c'est quelles règles du jeu ça porte ? Et qu'est-ce que ça peut induire comme évolution des rapports internationaux, du droit international, etc. Alors Jean-François Colosimo, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas justement de cette progression, de cette structure soudainement composante une vingtaine d'années? Moi, je ne suis pas pour l'occidentalocentrisme. Je pense qu'en plus, l'Occident, c'est une notion vague qui n'existe pas. Chacun y met un peu ce qu'il veut. En revanche, on a quand même là affaire particulièrement avec la Russie, la Chine, dans une moindre situation l'Inde. Mais si on ajoute les deux puissances régionales que sont l'Iran et la Turquie, on a affaire à des régimes qui dénient clairement les droits humains dans leurs frontières et le droit international en dehors de leurs frontières. Ils se sont unis dans cette organisation de Shanghai qui a vocation à gérer en fait l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est le centre du monde. Voilà une carte. Regardez cette carte justement des pays membres.
pays partenaire et pays observateur de cette organisation de coopération. Absolument, mais vous voyez que ces grandes puissances, ces néo-empires, en fait, se retrouvent autour de l'Afghanistan que les Américains ont lâché dans une débâcle épouvantable. Et c'est en 2022 que les principaux dirigeants, Modi, Poutine et évidemment Xi, se sont rendus en Ouzbékistan. Et c'est là où ils ont fait leur fameuse déclaration, qui évidemment était théâtrale, rhétorique, mais qui est à prendre au sérieux, selon laquelle il est temps d'en finir avec la domination de cet Occident menteur, corrompu, corrupteur, qui utilise en fait le droit pour asseoir son hégémonie, et il réclame une nouvelle justice mondiale. Alors il y a des choses qu'on comprend là-dedans, si ce n'est qu'ils se conduisent quand même beaucoup comme des colonisateurs eux-mêmes. Sylvie Bermann, on voit tous ces pays-là. Xi Jinping parle de mentalité de guerre froide quand même, quand il parle de l'Occident aujourd'hui. Est-ce que la Chine est aujourd'hui le pivot d'un nouveau multilatéralisme ? Oui, la Chine est le pivot d'un nouveau multilatéralisme, mais surtout de la multipolarité. Ça fait des années qu'elle appelle à la multipolarité, d'ailleurs de même que la Russie, un certain nombre de ces autres pays. La Chine, c'est parce qu'elle domine aujourd'hui, mais elle n'est pas hostile au multilatéralisme. En fait, l'ONU, l'OMC, elle en a respecté les règles. Absolument, pardon. Et c'est aussi dans son intérêt, mais elle considère que ce n'est plus à l'Occident de décider qui a tort, qui a raison, de donner des leçons. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'Inde. Parce que l'Inde a défini le concept de multi-alignement. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle peut discuter aussi bien avec la Chine qu'avec les États-Unis ou qu'avec la Russie, et qu'on n'a pas à dicter nos lois. Et le ministre des Affaires étrangères indien, Jai Shankar, que je connais bien parce qu'il était ambassadeur à Pékin avant d'être ambassadeur à Washington, a dit « Mais si le monde ancien disparaît, les règles du monde ancien, nous, on n'en sera pas nécessairement affectés ou tristes. On l'a surévalué, ce monde. Et c'est le monde des Occidentaux, c'est les règles occidentales qui ont été violées, en Irak, mais pas seulement en Irak. Le monde ancien, post-1945, Anne-Cécile Robert. Votre voisin évoquait aussi une association de pays qui sont en grand désaccord avec l'universalisme tel que l'Occident le promeut, et les droits humains, les droits de l'homme. Ça vous semble juste, et les droits de la femme aussi. Alors, les droits de l'homme, de toute façon, en ce moment, passent un mauvais quart d'heure partout. Et ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, la règle du jeu, elle est violée par tout le monde. Je veux dire, la Russie, c'est spectaculaire parce qu'ils piétinent la charte en Ukraine. La Chine, qui prétend par ailleurs, tiens, j'y pense en vous parlant, défendre les droits des peuples dans le monde, ne fait rien pour Gaza. Donc on est un peu dans le bal des hypocrites. Les Américains, même sous Barack Obama, n'ont jamais réussi à fermer Guantanamo. Les Européens, qui sont juridiquement justes sur l'Ukraine, n'arrivent pas à être justes sur Gaza, c'est-à-dire ne serait-ce que faire appliquer les ordonnances de la Cour internationale de justice, faire respecter les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc cette idée qu'il y aurait un club de méchants et un club de gentils, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on a un problème global de règles du jeu, de respect du droit international, et qu'il faudrait qu'on arrive à en parler d'une manière claire. Et justement, Trump veut imposer ces règles du jeu. Est-ce que cette démonstration de force, Jean-François Colosimo, au sommet de l'OCS, est l'effet boomerang de la guerre commerciale lancée par Trump? Moi, je crois que c'est bien plus antérieur. Je pense que c'est une forme de revanche historique. On voit d'ailleurs que tous ces dirigeants mettent en avant pour Xi les traités humiliants imposés par l'Occident, pour Poutine l'espèce de hantise paranoïde que l'Occident, comme il dit, voulait détruire la Russie. Donc il y a un aspect de revanche qui est bien plus ancien et qui nourrit une rhétorique qui est à la fois belliciste et, attention, une fois le rapprochement... Et chez eux tous, religieuse, avec un fort retour de l'identité, de l'identitarisme. Mais ce qui me semble important... Le rapprochement entre l'Inde et la Chine, en revanche, se fait sur le dos de Trump, parce que Trump a imposé 50% de droits de douane à l'Inde. C'est évident que c'est un accélérateur. C'est évident que c'est un accélérateur. Vous avez des États-Unis qui, là, je suis parfaitement d'accord, ont voulu imposer cet ordre libéral après 1945 qui était caractérisé par ces grandes organisations internationales, ONU, OMC, OMS, etc., qui ont toutes chaviré soit dans l'incompétence, soit dans l'inefficacité, et dont les États-Unis ne veulent plus parce que pour eux, ces grandes institutions, en fait, les desservent aujourd'hui face à leur propre projet impérial.
C'est là où on en est. Donc le problème, c'est que cet Occident qu'ils accusent n'existe pas parce que le décrochage atlantique, la solitude des États-Unis face à l'Europe et l'isolement de l'Europe font qu'aujourd'hui, en fait, la victime, c'est plutôt l'Europe dans tout ça. On va y revenir, mais on va revenir aussi sur une querelle qui a été plus qu'une querelle, une guerre de frontières entre la Chine et l'Inde qui a duré plusieurs années. Regardez, des milliers de soldats sont les uns face aux autres le long de la frontière sino-indienne du côté de l'Himalaya, des tensions militaires. Donc en 2020, c'est notre archive du jour. Voici des images satellites prises quelques heures après les combats avant-hier. Ils se sont déroulés sur les berges de cette rivière côté indien à plus de 4300 mètres d'altitude. Des soldats indiens auraient voulu enlever une tente installée par des militaires chinois. Ils se sont alors battus à coups de poing, de pierres et de barres de fer. Un déchaînement de violence. Au moins 20 soldats indiens sont morts, certains se sont noyés dans la rivière glacée. Des soldats chinois pourraient avoir été tués également. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés de la planète, deux puissances nucléaires. De plus, des deux côtés, le sentiment nationaliste est exacerbé. L'Inde veut la paix. Mais quand elle est provoquée, l'Inde est capable de donner une réponse appropriée. Sylvie Berman, ces deux pays se reparlent, les liaisons aériennes sont rétablies après 5 ans. Est-ce qu'en même temps, c'est une réconciliation qui va durer ou pas, ou elle est purement conjoncturelle ? Alors, je pense que sur le long terme, ils ont intérêt effectivement à s'entendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce rapprochement qui n'est pas facile à cause de ce conflit de frontières qui n'est pas réglé. Il y a des problèmes commerciaux également. Il y avait eu des rétorsions chinoises sur les terres rares. Mais là, le fait que ce soit la première fois que Modi vienne en Chine après 7 ans est quand même très illustratif de cette nouvelle, de ce nouveau monde et puis de l'hostilité de Donald Trump. Et par ailleurs, alors on ne sait pas s'il y aura une réforme des Nations Unies ou du Conseil de sécurité ou pas, mais la Chine, pour la première fois lors de la réunion des BRICS, avait accepté que l'Inde soit un nouveau membre permanent. C'est des mariages de raison ou des renversements d'alliances durables, alors, pour vous ? Je crois que c'est plutôt quelque chose de très souple, parce que ce que nous montre le cas indien, c'est qu'on n'est pas face à un bloc. En fait, ces pays ont des grosses divergences entre la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie. Et même nous, en Occident, maintenant, on est quand même assez divisés sur beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas un nouvel ordre. Je pense qu'on est plutôt dans un système, avec des relations qui vont se modeler. Quelque chose d'un peu transactionnel en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà, de beaucoup plus fluide, qui appelle par conséquent les Européens ou la France à avoir une diplomatie claire sur les principes, parce que dans un système comme ça, il peut se passer absolument n'importe quoi, y compris des guerres absolues, des massacres dans tous les sens. Donc si on n'est pas capable de tenir une ligne claire sur les principes, on va ajouter au chaos, et c'est pour ça que l'accusation de 2 poids 2 mesures est si dangereuse pour la France et les Occidentaux, parce que, et les Européens, parce qu'à part nous, qui pourrait clarifier les règles du jeu? Jean-François Cochet, vous parlez de monde multiverse, c'est pluriverse parce que c'est davantage des arrangements que des alliances. Alors, ça la multipolarité, c'est le mot qu'ils emploient, mais je pense qu'elle est morte dans le sens où la multipolarité, c'est aussi de la bilatéralité, c'est de la plurilatéralité, mais ça oblige en quelque sorte. Un monde pluriversel, c'est un monde dans lequel, aujourd'hui, je suis votre allié parce que ça m'intéresse face à Sylvie, mais demain, je serai votre ennemi parce que ça m'intéresse aussi. C'est un monde dans lequel vous ne pouvez... Le calcul des intérêts est premier. En fait, on est en train de revenir au mercantilisme des temps modernes. Trump n'a rien inventé, alors finalement tout le monde va le faire, tout le monde l'a fait et continue à le faire. Non, sur un mode totalement, effectivement, assez clownesque, Trump, en fait, est en train de réinventer une Amérique qui elle-même s'adopte au nouveau chaos mondial, ce chaos étant le fait que les intérêts primant en toutes circonstances, ce qui vaut aujourd'hui ne vaut pas demain, et que si on peut s'entendre sur, je ne sais pas, le pétrole, on ne s'entendra pas sur le blé. Ou le gaz. Ou le gaz, par etc. Exemple. Et je crois que c'est ça le monde dans lequel nous sommes entrés, et nous sommes les derniers à dire, non, il faut une règle. Nous, Européens, vous voulez dire. Il faut une règle, mais comme la règle aujourd'hui, c'est de manière affichée la force, ce que va faire Xi avec son défilé militaire,
Qu'est-ce qu'on fait face à la force si on est soi-même sans force pour imposer le droit? Sylvie Merman, il y a eu du gaz russe, du GNL, qui a été acheminé en Chine la semaine dernière pour la première fois, malgré les sanctions qui frappent la Russie. Ça marque un moment de bascule et qui explique d'ailleurs cette réunion, ce sommet. Ces pays veulent s'affranchir des règles que leur ont imposées les Occidentaux. Et c'est à rapprocher des BRICS, c'est une autre composition, mais qui cherche un monde sans sanctions unilatérales, sans hégémonisme américain. Et effectivement, et l'Inde l'a dit clairement à Trump, et les Chinois aussi. Alors maintenant, si Trump veut imposer cette augmentation de douane de 500%, que le Sénat américain a évoqué, eh bien, good luck. Parce que la Chine a des moyens de rétorsion très importants, en particulier sur le terrain. Donc le monde a vraiment changé, les rapports de force aussi. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est l'Europe qui est dans une situation de vulnérabilité. Vous voulez réagir avant? Oui, la question c'est est-ce qu'on peut établir quand même, malgré tout, un dialogue ? Parce qu'on ne peut pas laisser filer les choses comme ça. Il y a eu quand même des époques où l'intérêt bien compris des grandes puissances coïncidait avec la construction d'un ordre mondial. En 1945, les Américains auraient pu imposer une Pax Americana. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt d'avoir l'ONU. Donc est-ce qu'on pourrait faire un travail pour rétablir la règle du jeu? Et je pense que si on voulait faire ça, il faudrait que les Occidentaux soient un peu plus modestes et qu'ils reconnaissent leur part dans la décomposition du monde. Et on a quand même joué avec la guerre, l'Irak, le Kosovo, etc. Et jamais on reconnaît nos erreurs. Certes, il y en a un qui n'est pas modeste. On a plutôt été... Les Français, nous, mais... Alors, il y en a un qui n'a pas été modeste, pour le coup. À nouveau, c'est Vladimir Poutine. Ce sommet a été l'occasion d'attaques en règle contre l'Occident, et notamment de la part du président russe. On l'écoute. Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, представляет прямую угрозу безопасности России. Jean-François Colosimo, ce nouvel ordre mondial, c'est tout de même un soutien à un homme qui a attaqué l'Ukraine légitimement. Oui, mais regardez que cet homme qui a attaqué l'Ukraine, Xi ne fait que suivre Trump, qu'il a reçu en Alaska. Le président chinois. Xi Jinping, le président chinois, ne fait que saluer un homme qui a été royalement servi par Donald Trump en Alaska. Tout ça pour rien, n'est-ce pas? Je dirais que, effectivement, de ce point de vue-là, nous avons un problème avec ces tyrans. Il faut quand même dire ce qu'ils sont, chacun pris pour lui-même. Mais nous avons aussi un problème avec les États-Unis, qui est désormais un problème gravissime qu'il aurait fallu voir venir. Et nous avons été, c'est vrai, tellement, je dirais, à la suite des États-Unis qu'aujourd'hui, nous voilà démunis. Maintenant, Poutine, c'est la version extrêmement virulente de cette idéologie anti-occidentale, puisque c'est un agresseur, c'est un belliciste affirmé. Xi a un côté évidemment beaucoup plus charmeur. En fait, il veut conquérir le monde plutôt commercialement que par les armes, en tout cas pour l'instant. On va parler de Xi Jinping et de ce défilé. Il y a un défilé après-demain ronflant, géant, pour célébrer la fin de la guerre mondiale et en tout cas la lutte des Chinois, la victoire des Chinois sur les Japonais. Vous allez nous narrer, et bravo, à l'avance, les atouts et les faiblesses de l'armée chinoise. Alors il y a une véritable course à la production du côté chinois, avec la mise en service à un rythme frénétique de nouveaux navires de guerre, des sous-marins ou encore des porte-avions. Par exemple, en 13 ans, la Chine s'est dotée de 3 porte-avions et aujourd'hui, l'armée populaire de libération compte 370 navires de combat contre 297 pour l'armée américaine. La Chine qui s'est aussi dotée de matériel dernier cri, des missiles hypersoniques, des drones en forme de torpilles ou encore le tout dernier HQ-29. C'est un système capable d'intercepter des missiles à 500 km d'altitude, ça veut dire à l'extérieur de l'atmosphère. C'est pas rien quand même. Alors l'objectif de la Chine, c'est d'asseoir sa puissance, de contrer les États-Unis dans la zone Pacifique. Son armée est rutilante, mais est-elle véritablement opérationnelle? La Chine, en fait, est confrontée à 2 problèmes. Le premier, c'est que son armée est pléthorique, plus de 2 millions de militaires, mais il lui manque de la main-d'œuvre hautement qualifiée pour pouvoir gérer ses navires et son matériel dernière génération. Et puis l'autre problème, c'est que l'armée chinoise n'a pas vraiment d'expérience dans les zones de conflit. Xi Jinping, le président chinois, a même parlé, je cite, de mal
maladie de la paix. En fait, le dernier conflit d'envergure pour la Chine remonte à la guerre de Corée. C'était en 1950-1953. Et ce manque d'expérience explique d'ailleurs pourquoi il y a régulièrement des entraînements militaires sur les côtes chinoises ou encore dans le détroit de Taïwan. Anne-Cécile Robert, est-ce que, selon vous, l'armée chinoise représente aujourd'hui une menace pour Taïwan ou à plus long terme pour les États-Unis et l'Europe ? Je crois que la militarisation du monde nous pose un problème. Je veux dire, le premier budget militaire, ça reste le budget américain, des milliards de dollars. Nous, on se réarme en Europe. Maintenant, on en est à suggérer de la prolifération nucléaire. J'entendais le président Macron suggérer qu'on installe des trucs, des outils nucléaires en Allemagne. Donc c'est ce goût pour l'armée, ce goût pour la guerre qu'il faut combattre et qui revient depuis 30 ou 40 ans, alors que dans la Charte des Nations Unies, on sait bien qu'il y a toutes sortes de possibilités diplomatiques, de règlements pacifiques des différends. Et là, on est tous dans un bain belliciste. Alors, on pointe chacun du doigt l'autre, mais on est tous, je crois, responsables de cette dérive. Ouais, Sylvie Berman. En même temps, là, il n'y a pas d'alliance militaire. Alors, l'OTAN est mal en point, mais là, entre tous ces pays, il n'y aurait pas de solidarité en cas de conflit, ou si ? Pas d'article 5. Non, il n'y a pas d'article 5, il n'y a pas d'alliance. C'est la Chine qui a connu l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang à leurs frontières, ne conclut pas d'alliance et avec aucun pays. Elle veut se garder sa marge de manœuvre. Mais si elle attaque concrètement, si elle attaque Taïwan, la Chine, est-ce que ces autres pays, cette vingtaine de pays, pourraient lui apporter un soutien ou en tous les cas, bien une forme de neutralité bienveillante ? Non, mais je pense, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme cette organisation n'est pas une alliance, finalement, chacun conserve son régime politique, chacun conserve ses positions. Et même si la Chine a soutenu plus ou moins la Russie, en même temps, elle n'a jamais reconnu l'indépendance des régions du Donbass ou l'indépendance de prudemment, à équidistance. Donc, je pense qu'ils n'interviendront pas, mais en revanche, aux Nations Unies, ils ne condamneront pas, comme ça a été le cas en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Ouais, très rapidement, Jean-François, c'est vrai qu'on a vu l'ONU et Guterres venir et un peu adouber cette organisation. L'organisation tellement à la dérive que le pauvre secrétaire général cherche à tout prix une confirmation de son existence où il peut, puis c'est son inclination idéologique aussi. Mais on sait très bien que l'ONU ne sert plus à rien, le Conseil de sécurité est totalement paralysé, les vétos, je dirais, pleuvent de manière à ce que l'ONU ne décide rien. Moi, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est sur la guerre. Ce qui est important, c'est d'avoir effectivement des soldats aguerris, c'est-à-dire qui ont connu le feu. Et la deuxième chose, c'est de savoir pourquoi ces combattants luttent et est-ce qu'ils le savent eux-mêmes. Et on a vu la démonstration que la supériorité sur le papier russe a éprouvé beaucoup de mal face à une Ukraine qui était en fait décidée à défendre tout simplement sa liberté. Merci pour cette conclusion et merci à tous les trois d'être venus débattre.